Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous cheminons, sans le savoir pour l'instant encore, vers le paradis. Nous le construisons en même temps. Donc, c'est une sorte de finalité de l'humanité. Alors, je ne sais pas comment pourra se concrétiser réellement cet état de perfection. Je l'imagine comme une sorte de paradis pour nos futurs descendants, mais évidemment, il faudra encore quelques siècles, peut-être 2, 3, 4, 5, 10 siècles. Et quand on voit l'accélération du progrès, par exemple, il y a 3 siècles en arrière ou 2 siècles en arrière, il était impossible à un être humain d'imaginer ce que nous aurions au niveau du progrès, de certains progrès que nous avons réalisés. L'ordinateur, la voiture, l'avion, le téléphone, être en contact avec le bout du monde, que l'ensemble du monde soit relié. Tout ça, c'était impossible à concevoir pour nos prédécesseurs de la Révolution, nos pères en somme, hein, puisque c'est eux qui nous ont créés, nous sommes là grâce à eux, grâce aux hommes qui vivaient en ce que nous appelons le XVIIIe siècle, ou le XVIIe siècle, ou le XVe siècle, etc. Et nous sommes les parents de ceux qui vivront dans 200, 300 ans et qui vivront dans cet état de paradis dont je parle. Alors, ce paradis, ça peut être la paix universelle, ça sera, à mon sens, c'est des obligations. Il y a quelque chose d'obligatoire qu'on peut concevoir, la paix universelle, la fraternité, la mise en commun de tout, de tout. Le fait d'avoir résolu tous les problèmes écologiques, d'être arrivé au 100% propre, c'est-à-dire plus aucun impact négatif sur la planète, etc., etc. Voilà, donc ça c'est la base. Alors, je vais reprendre la réflexion autour de l'émission Les Chemins de la Philosophie, qui passait sur France Culture il y a quelques années, et qui était consacrée là, ce jour-là, au phénomène Husserl. L'épisode 1 sur 3, Retour au monde. Donc je lance, j'écoute, je découvre en même temps et je commente. Voilà, on y va. Courante et en même temps ce qui est le moins connu, puisque tout se passe pour nous sur fond de monde, en quelque sorte, c'est l'arrière-plan que nous n'apercevons jamais pour lui-même. Eh bien, pour se donner les moyens d'apercevoir l'arrière-plan pour lui-même, il faut en quelque sorte commencer par prendre de la distance ou suspendre ou se rendre indifférent à la question de son existence. Je ne nie donc pas... Alors, c'est la suspension du jugement. Pour Husserl, Husserl cherche à comprendre qu'est-ce que c'est que la réalité, qu'est-ce que c'est que les choses, est-ce qu'on peut aller à l'intérieur de comprendre la réalité d'une chose. Et pour ça, il faut suspendre le jugement, chose qui va faire que quand on sort, on va dire tiens, il fait froid aujourd'hui. Bon, c'est subjectif pour certains, ça sera pas le froid, ça sera le chaud, etc., etc. Tout est pour nous, il fait beau, il y a le soleil. Pour un escargot, c'est peut-être pas la bonne façon d'interpréter les choses. Donc, comment arriver à la vérité, en somme. C'est une quête de vérité et tous les philosophes, finalement, les philosophes inquisiteurs, on pourrait dire chercheurs, cherchent à atteindre la vérité, cherchent à comprendre l'essence des choses. Ce monde comme si j'étais sophiste, je ne mets pas son existence en doute comme si j'étais sceptique, mais j'opère l'époquée phénoménologique qui m'interdit absolument... Voilà, alors il dit, je me sépare, je ne suis pas comme les sophistes, alors je ne sais pas si c'est des sophistes ou en s'isolant. Bon, j'ai pas entendu exactement, mais on peut le reprendre. Tiens.
ou se rendre indifférent à la question de son existence. Je ne nie donc pas ce monde comme si j'étais sophiste, je ne mets pas son existence en doute comme si j'étais sceptique, mais j'opère l'époquée phénoménologique qui m'interdit absolument tout jugement portant sur l'existence spatio-temporelle. Voilà la définition de l'époquée par Husserl, Voilà. qu'on trouve dans ses idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoménologique pure, écrit en 1913. L'époquée, c'est donc cette manière de suspendre tout jugement sur ce qui est. C'est ça. Et alors, selon moi, l'époquée, ça correspond, sous un certain angle, à l'extase. Et dans ma théorie, l'humanité va vers sa perfection, l'amour absolu, le bonheur absolu, l'extase, c'est-à-dire un état de présent, d'absolu présent au monde, de présence totale à ce monde. Et dans cet état de présence absolue au monde, pardon, on a une suspension totale du jugement, c'est-à-dire que c'est le corps qui comprend, c'est plus l'esprit, c'est plus une analyse, nous ne sommes plus en état d'analyse, nous sommes en état de compréhension directe par les organes. Les organes comprennent les choses qu'on cherche à comprendre par l'esprit, en réalité. Mais là, grâce à l'extase, on atteint la réalité des choses. Mais ça n'est plus quelque chose d'analytique, d'analysé. On ne peut plus décrire, on ne peut plus analyser un objet en disant, voilà, en allant au cœur de l'objet, en trouvant ses atomes, ses particules élémentaires, etc., ou sa forme, tout ça, ça nous échappe dans l'état d'extase. On est en relation, c'est nos particules qui sont en relation avec les particules de l'objet. C'est pour ça qu'il y a une sensation d'être en harmonie absolue avec l'univers, dans l'état d'extase. Le Bouddha, voilà, c'est ces états qui sont cherchés par les grands spirituels, mais qui sont aussi expérimentés par accident. Ça a été mon cas, par exemple. C'est une manière, donc, c'est un artifice méthodique, puisqu'encore une fois, spontanément, nous adhérons. Spontanément, nous validons. Spontanément, nous avons, comme dit Husserl parfois, une attitude existentielle qui, en quelque sorte, pose de l'être ou s'engage dans un réalisme. En fait, nous sommes spontanément réalistes, c'est-à-dire spontanément et naturellement. Le monde est vécu comme étant, comme existant. Nous ne doutons pas que le monde existe. Et nous ne doutons jamais que le monde existe. C'est d'ailleurs l'attitude philosophique par excellence. Et heureusement, sinon nos projets pratiques et notre vie courante ne seraient pas réellement possibles. Oui, on le doute pas, mais certains le mettent en doute. C'est-à-dire que, et c'est légitime, les spirituels, pour les spirituels, le monde tel qu'il est, c'est une illusion pour certaines grandes spiritualités. Le monde tel qu'il est, c'est une illusion. La réalité du monde, elle est au-delà de ça. Et quand on avance dans la science, on peut se dire que ils ont peut-être raison. Ils ont même, à mon sens, certainement raison. Parce que quand on analyse la matière, à un certain degré, elle n'existe plus. C'est plus que de l'énergie. Il n'y a plus de matière. Donc elle est construite sur une sorte de pyramide de construction qui va faire que ça devient de la matière, mais à l'origine, c'est de l'illusion. C'est pas de la matière. Donc là, on peut voir à quel point l'époquée philosophique, l'époquée phénoménologique est ce geste en quelque sorte non naturel qui consiste à suspendre cette adhésion. Alors Husserl a toute une série de métaphores à travers lesquelles il essaye de faire comprendre à ses lecteurs de quoi il s'agit. Il dit parfois mise hors circuit, mise entre parenthèses de l'existence du monde, absence de validation, suspension du jugement, non-participation. C'est très intéressant, c'est-à-dire que absence de validation, on n'accepte pas de façon basique, matérialiste, le monde, c'est comme ça, je suis sûr que le monde est tel qu'il se présente à moi, etc. C'est ça la réalité. Donc, on se dégage, c'est ce que préconise Husserl, on se dégage de cette autorité, en somme. Et qu'est-ce qu'il a raison, bien entendu, parce que
être sûr que le monde tel qu'il se présente à nous est le réel, eh bien déjà rien que les aigles ne le voient pas de la même façon. Il y a des animaux qui le voient en kaléidoscope, d'autres qui le voient par leur sens, le ver de terre, d'autres, etc. Et qui c'est qui aurait raison? Pourquoi l'humain aurait raison sur d'autres espèces ou sur d'autres formes d'existence? L'arbre voit le monde d'une autre manière. Voilà. Donc, il faut, pour atteindre la vérité, il faut s'écarter justement de cette... Et c'est ça le matérialiste qui dit « je ne crois que ce que je vois ». Voilà, l'athée, il est aussi dans cette façon de concevoir les choses. Avec Descartes, alors, je vais douter de l'existence de tout, y compris de celle du monde. Alors, vous avez raison, c'est un point très intéressant qui peut permettre de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. D'une certaine manière, vous l'avez évoqué dans le texte que vous avez lu à l'instant, Husserl dit « Je ne mets pas le monde en doute comme si j'étais sceptique ». On aurait presque pu dire « Je ne mets pas le monde en doute comme si j'étais Descartes ». Pourquoi? Parce que l'argument est le suivant. Descartes doute de l'existence du monde, mais Husserl fait remarquer que douter, c'est encore un acte... Ce qu'il faudrait dire, c'est « Je ne mets pas le monde en doute parce que je ne suis plus autant de Descartes ». Voilà, parce que Descartes, il était important de le mettre en doute à son moment de passer, de concevoir la philosophie à ce degré-là, parce qu'il était posé à ce moment de l'histoire de l'évolution de l'humanité. C'est encore un acte positionnel, c'est-à-dire, je m'explique, douter, c'est encore poser comme douteux. Autrement dit, douter de l'existence du monde, c'est affirmer que le monde est douteux. C'est donc encore une thèse qui porte sur l'être du monde. Alors Husserl ne veut plus rien affirmer. Non, il ne veut plus rien affirmer, pas même que le monde est douteux, ce qui serait encore une manière... Et comment on tient cette position? Alors on la tient tout simplement en faisant la différence entre poser que le monde est douteux... C'est super intéressant. Poser que le monde n'existe pas, ce qui sont encore des attitudes positionnelles, et puis ce qu'il appelle pour sa part neutraliser. Et c'est là le concept clé. Pour lui, la réduction ou la suspension, qu'il appelle époquet, est une procédure de neutralisation, c'est-à-dire en quelque sorte, je me mets à distance de toute thèse, y compris d'une thèse qui déclarerait que le monde est douteux. Et d'ailleurs, il a absolument raison, parce que dans l'extase, on ne doute plus, on n'est plus même dans le doute, c'est un état autre que ça. On ne réfléchit plus, le cerveau est vide et on est juste en contemplation. Donc c'est vraiment l'époquer, c'est vraiment atteindre l'état de contemplation en réalité, où il n'y a plus d'intentionnalité, de réflexion aux choses. Il s'agit de neutraliser toute thèse et non pas de s'engager dans l'affirmation que le monde est douteux ou dans l'affirmation que le monde n'existe pas ou quelle que soit l'affirmation en question. Et donc c'est très important parce que cette neutralisation, vous voyez, n'est pas en quelque sorte un régime positionnel. Je n'affirme plus rien sur l'être du monde, je me mets en quelque sorte en situation de pouvoir le décrire en dehors de tout engagement, que ce soit en faveur de son existence ou en faveur de son caractère douteux. Alors écoutons Husserl lui-même décrire cette méthode, l'époquer, dans la lettre, toujours la même lettre à Hugo von Hofmannsthal du 12 janvier 1907. Écoutez les mots qu'il emploie pour définir ce qu'est l'époquer, puis vous nous direz ensuite, Julien Farge, en quelle mesure est-ce que ce qu'il décrit est en fait réalisable? Est-ce que ce n'est pas une attitude philosophique qu'il paraît très difficile d'atteindre? Aussitôt que le sphinx de la connaissance a posé sa question, aussitôt que nous avons porté le regard sur le problème abyssal de la possibilité d'une connaissance qui, tout en ne s'accomplissant que dans des vécus subjectifs, saisit néanmoins une objectivité étant en soi, notre position à l'égard de toute science et de toute prétendue réalité est devenue radicalement autre. Tout est problème, tout est inintelligibilité, tout est énigme. L'énigme ne peut être résolue que si nous nous plaçons sur son terrain et traitons toute connaissance précisément comme problématique. Et Bien par sûr. là, n'acceptons aucune... Et l'énigme, elle est dans le silence, alors se poser sur le terrain de l'énigme, c'est d'une certaine manière ne pas analyser de façon rationnelle les choses.
Enfin, je ne sais pas. Là, n'acceptons aucune existence comme prédonnée. Ainsi, toute science et toute réalité devient un simple phénomène. Reste alors l'unique tâche suivante, mettre au clair dans un pur voir qui jamais ni nulle part n'excède les simples phénomènes, le sens qui leur est immanent. D'accord, donc c'est bien, en fait, c'est ça la phénoménologie, c'est le fait de voir que le phénomène. Le phénomène, c'est-à-dire la chose sans qu'on l'analyse. On marche dans le monde et c'est l'extase, c'est l'état d'extase. Dans cet état d'extase, dans l'état d'extase, on est des phénoménologues absolus. C'est-à-dire qu'on est en contact avec les phénomènes, avec les choses qui se... Il y a des voitures, quand on sort et qu'on est dans un état d'extase, les voitures continuent à passer, les arbres à bouger leurs feuilles, les animaux à courir, etc., etc., les pierres à être posées. Tous ces phénomènes sont là, mais on ne les analyse plus. On est à l'intérieur de ces phénomènes-là. On ne se pose plus de questions. En réalité, on ne dit pas, tiens, il y a du vent, les arbres bougent, etc. On voit que les arbres bougent et le corps conçoit sans doute qu'il y a du vent, mais ça ne passe pas par l'esprit. Non. Et heureusement, Husserl nous le rappelle, cet état de suspension du jugement n'est que provisoire. C'est pas une fin en soi, sinon on serait pas loin de ce qu'on pourrait appeler le complotisme aujourd'hui. Julien Farge, il y a une résolution possible. Non, on serait pas loin de la cessation de toute activité. On serait pas loin de l'extase. On serait même dans l'extase. Donc, si c'est un moment pour analyser le monde, ce que le philosophe veut comprendre le monde en se mettant dans l'état d'époqué, donc d'extase, selon moi, et pendant le temps de son analyse, de sa réflexion de ce qui va se passer à travers cet état d'époqué, il va analyser, il va comprendre le monde. Mais c'est pour comprendre le monde, c'est un travail qu'il réalise. Être dans un état d'époqué permanent nous sortirait du monde en réalité, parce qu'on ne serait plus qu'en contemplation. Et comme on doit réaliser le monde, on est obligé d'être impliqué dans le monde, donc de ne pas être en état de béatitude, d'extase, de contemplation. On est obligé d'être en action. Et l'action, c'est autre chose que la contemplation. Alors, il y a une résolution possible de l'énigme. Alors, il y a une résolution possible de l'énigme, mais il n'est pas sûr que l'attitude soit provisoire. En réalité, c'est peut-être même d'ailleurs une différence entre le doute cartésien et la suspension et les husserliennes. Je m'explique. Le doute, chez Descartes, c'est très net, est une mesure qu'on prend, une mesure méthodique qui a sa radicalité, son caractère révolutionnaire et antinaturel, pour ainsi dire, dans le but d'être suspendu. Le doute est un moment méthodique qui, en quelque sorte, n'a pas sa fin en lui-même. Et les choses sont un petit peu différentes en ce qui concerne la réduction, parce que vous voyez, si ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que... Réduction époquée, c'est synonyme ? Oui, alors, oui, on pourrait revenir, si vous voulez, là-dessus, je les prends. On peut dire que la réduction est une démarche... Oui, c'est la démarche qui amène à l'époqué. Donc, je pourrais préciser dans un instant, si vous voulez, le sens, mais que la première étape de cette réduction, c'est l'époqué. C'est-à-dire que la première manière de pratiquer ce que Husserl appelle la réduction phénoménologique, c'est de commencer par suspendre l'adhésion ou la thèse naturelle de l'existence du monde et se placer dans cet état, en quelque sorte, où on neutralise notre engagement spontané et naturel en faveur de l'existence du monde. Je disais que... vous compariez avec Descartes. Voilà, que cette réduction ou que cette époquée, il n'est pas sûr qu'elle soit temporaire et qu'elle puisse être temporaire s'il est vrai qu'elle a pour effet de nous révéler que ce que nous prenions pour quelque chose de parfaitement naturel et spontané était en fait une thèse, en fait, que dans notre attitude naturelle ou que dans notre rapport naturel avec les choses était cachée une thèse en faveur de l'existence. Et en fait, j'ai l'impression qu'on peut considérer les choses de la manière suivante. Il y a une espèce de naïveté constitutive de l'attitude naturelle qui pense naïvement que les choses sont, qu'elles sont là, et que cet être-là des choses... Et ce qui est curieux, c'est que l'époqué, c'est la naïveté absolue. Donc, on sort de la naïveté ordinaire qui nous fait croire que le monde est tel qu'il se présente et que les choses sont telles
que c'est ça qui est solide pour tomber dans l'époque qui est la naïveté absolue où il n'y a plus de réflexion. Cet être-là des choses est quelque chose qui va de soi, et la réduction phénoménologique par le biais de l'époque a pour effet en quelque sorte de briser cette naïveté. Nous ne pouvons plus naïvement considérer que le monde est. Nous pouvons découvrir que derrière cette phrase « le monde est », il y a tout un tissu d'expériences qui doivent être décrites par le phénoménologue. D'accord. Pour comprendre alors, le phénoménologue, tout ce qui est en jeu dans cette simple affirmation « le monde est ». Et pour comprendre que c'est tout sauf une évidence, ou que derrière cette évidence qui semble aller de soi, il y a toute une complexité philosophique et phénoménologique à mettre en évidence. Voilà, alors donc le phénoménologue, c'est le travailleur de la mise en lumière de toutes ces couches d'oignons qui nous masquent la réalité des choses. Voilà, donc c'est autre chose, c'est pas l'état d'extase pur et dur qui n'analyse plus rien, ou alors il faut tomber dans cette époque qui serait l'extase et après pouvoir l'analyser, comment analyser la logique de ce qui est posé sur l'extase et qui va recouvrir les choses de tout un tas de voiles. En évidence. Et ce que je voulais souligner, c'est qu'une fois que vous avez quitté la naïveté, comme vous le savez, il n'est plus possible de redevenir naïf. Donc si la réduction... Enfin, faire le projet de redevenir naïf, c'est contradictoire d'une certaine manière. Et donc, si la réduction a pour effet de briser ou de faire apparaître ce qui nous semblait spontané, ce qui nous semblait aller de soi, comme étant quelque chose de déjà philosophiquement complexe ou contenant une thèse qui mérite d'être interrogée, nous ne pouvons plus faire comme si nous ne l'avions jamais aperçu, cette complexité-là. Et donc, en un sens, c'est une méthode, c'est un artifice méthodique, et qui nous change. Qui a un effet, si je puis dire, permanent. Une fois que la réduction a été faite, elle a été faite une fois pour toutes. Vous ne pouvez plus revenir dans l'état, en quelque sorte, où de naïveté, d'après lequel où on le croit monde serait accepté comme étant là, comme allant de soi. Mais ça veut dire que Husserl a une grande méfiance à l'égard de ce que vous appelez l'attitude naturelle, pas simplement à l'égard des sciences et du discours que la science produit sur le monde. S'il faut à tout prix s'éloigner de ce que vous appelez la naïveté par rapport au monde pour accéder au monde tel qu'il est, ça veut dire qu'il juge vraiment comme étant du côté de l'ignorance ou de l'erreur notre attitude naturelle et que seule la philosophie ou une médiation intellectuelle peut enfin nous apprendre le vrai sens des choses. Et oui, et puis surtout, c'est vrai qu'il y a une critique fondamentale de la science qui croit dur comme fer que les choses, sur certaines parties de la science, parce que par exemple la physique, les physiciens, maintenant ils sont obligés de comprendre que la réalité, c'est pas la réalité telle qu'on la voit, telle qu'elle se présente, qu'elle a une autre forme fondamentale, etc. Mais certaines sciences sont pas basées sur les sciences qui disent que ça mesure 10 mètres, ça fait, etc. Bon, tout ça, c'est des constructions qui donnent des valeurs qui sont importantes pour construire l'humanité, mais qui n'ont pas de réalité, qu'il faudrait en principe dépasser pour comprendre la réalité des choses. Je pense que ce qu'il veut, c'est pas tant se méfier que de nous faire comprendre à quel point ce que nous prenons pour... ce que nous traitons comme allant de soi ne va... Un maître, ça n'est jamais un maître, ça n'existe pas en tant qu'un maître. Un maître de baguette de pain, c'est une baguette de pain, c'est pas un maître. Un maître de mur, c'est pas... C'est le mur tel qu'il est là. C'est pas un maître de choses. Soi ne va pas de soi. C'est donc plutôt la découverte. En un sens, il rejoint la fameuse formule, vous savez, de Hegel, ce qui est bien connu par cela même qu'il est bien connu est mal connu. Et d'une certaine manière, ce que nous connaissons le plus mal, c'est ce que nous prenons pour comme ce qui va de soi, et en l'occurrence, l'être du monde. Il y a derrière la simple certitude spontanée que le monde est, en quelque sorte, déjà une multiplicité de problèmes ou de médiation à faire apparaître. Donc c'est pas tant qu'il s'en méfie, c'est qu'il veut montrer la richesse, en quelque sorte, d'expérience, la richesse de vécu, la complexité de ce qui est impliqué par la simple affirmation, le monde est, les choses sont. Et en un sens, c'est pas tant une défiance donc qu'une manière de montrer que derrière ce que nous prenons donc comme allant de soi, il y a des choses à élaborer. Mais alors, si on va jusqu'au bout de ce que vous dites, maintenant que vous c'est clair qu'il y a un problème avec la science.
Et si on revient à l'idée de monde, c'est quand Oui. même de là que nous sommes partis, et c'est avec cette idée que nous allons essayer de terminer, en tout cas d'essayer de revenir au monde comme le promet Husserl. Si je vous suis donc, Julien Farge, si la conscience est conscience de quelque chose, si l'intentionnalité fait que ma conscience est forcément directement en lien avec une chose, mais alors il n'y a de monde que pour ma conscience. Il y a donc un monde que pour moi qui appréhende ce monde-là. Il n'y a pas un monde en général, il y a mon monde. Comment est-ce que l'idée de monde en général peut encore tenir bon? Alors, on va arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle est déjà un peu longue et on reprendra ce thème dans la prochaine et je pense que ça sera la dernière d'ailleurs, mais sur cette vidéo-là, sur cet audio, sur ce podcast, mais c'est vraiment, on passe sur un autre chapitre qui sera intéressant à éclairer. Voilà. Alors, bon, vous l'avez compris, c'est une philosophie atypique, c'est celle que je présente, c'est-à-dire une réflexion qui n'a rien d'universitaire, qui ne connaît pas bien son sujet, mais qui essaye de... Voilà, il y a certainement des choses qui ne sont pas justes, des compréhensions de la réflexion de Husserl qui sont peut-être totalement erronées, mais voilà, c'est une façon de pratiquer. Je l'appelle philosophie parce que je me considère dans cette veine-là, par rapport mais évidemment, par rapport à ce que j'ai lu des autres philosophes et de leurs réflexions fondamentales, mais si on le prend de façon universitaire, j'en suis très loin. Mais bon, voilà, alors est-ce qu'il y a la place pour cette vision atypique? L'avenir le dira. Voilà, merci en tout cas de votre écoute. Vous savez que vous pouvez vous abonner, mettre des avis, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec vos sites ou avec votre espace YouTube. Vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net, voilà, où j'essaie de démontrer cette théorie. Voilà, en tout cas, et puis vous pouvez participer à ce travail d'élaboration avec plaisir si vous avez des idées ou si vous maîtrisez bien la technologie, la technique pour faire évoluer le site. Les deux sites, le site YouTube, le site et le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours le lien sous les vidéos. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.